Avec la sortie récente de Godzilla X Kong, le nouvel empire, les débats de power scaling sur le Monsterverse sont à leur paroxysme. Que ce soit les nouvelles formes de titans déjà existants ou les nouveaux antagonistes, il y a beaucoup à discuter. Étant donné que le power scaling français manque de chaîne YouTube, j'ai pensé que c'était le bon moment pour essayer de lancer la mode en France. Plusieurs classements des titans par puissance ont déjà été faits, notamment par des youtubeurs de power scaling anglophones. Mais, par rapport à la majorité d'entre eux, je ne suis pas d'accord. Dans cette vidéo, je serai accompagné de Mr. Storms, dont le serveur Discord sera dans la description. Si notre classement ne vous plaît pas et que vous pensez avoir raison, mon serveur Discord est l'endroit idéal pour nous faire part de vos points de vue et d'en débattre ensemble. Ainsi, nous pouvons obtenir des débats intéressants et possiblement mieux comprendre certains avis. La vidéo sera divisée en deux parties. La première couvrira le power scaling du Monsterverse jusqu'à Godzilla vs Kong, afin de ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu Godzilla X Kong. Mais dans la deuxième partie, nous parlerons des nouvelles entrées de la franchise avec ce dernier film, et nous rajouterons les nouveaux titans et nouveaux power-ups dans la liste. Pour cela, nous utiliserons non seulement les feats vus dans le film, mais aussi les commentaires de la novélisation officielle sortie il y a quelques jours. On commence rapidement ce classement avec la partie la moins intéressante, à savoir les petits animaux, notamment ceux de Skull Island. Dans ce tiers, on va trouver du moins puissant au plus puissant, les Arachnoclaw, les Mother Longlegs, la pieuvre géante, les Siren Jaws, les jeunes Skullcrawlers, les caméléons tueurs et le Frostvark. Comme on le voit dans Monarch, un Arachnoclaw se fait battre par une Longlegs. La pieuvre géante a brièvement opposé de la résistance à Kong avant d'être écrasée. Les Siren Jaws devraient être assez relatifs à la pieuvre, sinon plus puissants, car l'un d'eux s'est fait aussi facilement tuer par un Kong plus âgé et plus fort. Les Skullcrawlers, ou rampants du crâne, sont considérés comme la plus grande menace de l'île. Le réalisateur de la série animée Skull Island a dit que les caméléons tueurs étaient plus dangereux que les Skullcrawlers, chose vérifiable vis-à-vis de leur performance contre un Kong plus grand et plus puissant que celui de KSI. Et enfin, le Frostvark est globalement assez fitless, mais si on joue la carte de la taille, il est plus imposant que les sous-titans précédents et a la capacité de geler entièrement un avion et un être humain. Dans la suite de la liste se trouve Mothra, dans sa version larve. Elle a causé un tremblement de terre calculé aux alentours de 130 kilotonnes de TNT, soit assez pour détruire une grande ville. Pour référence, la bombe Little Boy ayant frappé Hiroshima a délivré l'équivalent de 16 kilotonnes de TNT. Elle outscale donc logiquement les espèces précédentes qui, par leur capacité ou énergie cinétique, peuvent délivrer ou encaisser l'énergie nécessaire pour détruire des buildings ou des quartiers dans les termes de power scaling. Nous commençons enfin avec du plus intéressant, avec Ramarak, le rampant du crâne alpha. Il est le seul adversaire potable pour Kong de Skull Island, montrant déjà sa supériorité sur tous les autres animaux de l'île. Et là, certains se diront peut-être, pourquoi le mettre au-dessus de la version larve de Mothra ? Eh bien, Ramarak a également participé au massacre des parents de Kong. Ces derniers faisaient partie de la génération de titans ayant pris part à la Grande Guerre dans la Terre Creuse, ce qui signifie de 1, qu'ils sont remontés à la surface via les portails de la Terre Creuse, qui compressent ceux qui les traversent avec l'énergie équivalente à celle d'une planète. Je précise qu'une telle énergie ne serait pas nécessairement niveau planétaire et dépend en réalité de la surface sur laquelle la pression s'exerce, ce qui, dans notre cas, serait dans l'échelle d'énergie multicontinentale. Et de 2, cela signifie aussi qu'ils ont au moins pu échanger des coups avec d'autres titans, au moins dans la même échelle de scaling que Godzilla, Mothra, Rodan, Scar King, etc. Je ne dis pas que Ramarak est aussi puissant que ces derniers, loin de là, mais qu'il peut au moins infliger des dégâts aux parents de Kong et donc scale à leur niveau. Logiquement, nous avons ensuite Kong adolescent, qui a tué Ramarak après avoir été blessé par le bombardement au napalm de Packard. Kong possède un tas de talents et de capacités dont nous parlerons avec ses versions adultes. Ensuite, nous avons un autre rival de Kong, le Kraken, de la série Skull Island. Il scale à un Kong plus grand, plus fort, plus expérimenté que celui de KSI, puisqu'il est dit que Kong devient plus puissant au fur et à mesure que le temps passe, et c'est bien mieux débrouillé contre lui que Ramarak, en sachant que Ramarak a affronté un Kong déjà blessé et affaibli. Et évidemment, au-dessus, nous avons le Kong de la série Skull Island, qui a vaincu le Kraken en combat fair play. Nous sortons des tiers un peu foders pour nous attaquer à des titans aux accomplissements plus explicites. Pour commencer, nous avons Killerfish, qui a fait saigner Godzilla pour ensuite se faire arracher la colonne vertébrale no diff. Ouais, pas vraiment dingue. Surtout que ce Godzilla était déjà affaibli et quasi mourant, car il n'avait pas eu le temps de récupérer après les événements de KOTM.
Un laotière parmi les laotières donc. Ensuite, nous avons Shinomura. Je vous entends déjà, calmez-vous, calmez-vous. Laissez-moi expliquer. La canonicité de Shinomura est déjà mise à mal par l'existence de Monarch, qui retconne globalement Godzilla Awakening. Même si Shinomura a l'air bien cool avec sa capacité de se dissocier, Godzilla peut le faire saigner physiquement, et un seul tir du souffle atomique est assez pour la trancher en deux. Les titans plus hauts sur la liste ont globalement déjà tous encaissé le souffle atomique pendant plus longtemps. Cela n'aide pas quand on sait que le Godzilla en question était largement plus faible que celui que l'on retrouvera plus tard dans la timeline. On retrouve alors Behemoth et Amuluk, deux titans au design bien cool mais au scaling complètement merdique. Amuluk se fait remettre à sa place par une gifle d'un Godzilla fatigué et affaibli, et Amuluk bat Behemoth. Les titans suivants peuvent au moins opposer un peu de résistance à Godzilla, ce qui n'est pas leur cas. Nous avons ensuite la paire de Muto. Bien que leur performance contre Godzilla semble impressionnante, il l'aurait tué sans l'intervention de Ford Brody, il faut garder à l'esprit que les Muto émettent une EMP, qui affaiblit passivement l'énergie atomique de Godzilla. Plus Godzilla a d'énergie atomique, plus ses stats physiques augmentent. Même dans cet état, Godzilla a peu de problèmes pour les vaincre séparément, étant capable de tuer le mâle d'un coup de queue et de soumettre complètement la femelle par sa force brute. On placera le mâle au-dessus, étant donné qu'il a visiblement combattu Godzilla pendant plus longtemps, alors que la femelle pondait. La place suivante revient au Dragon à ion de Monarch. Il a globalement une performance similaire à celle des Muto, à la différence qu'il a affronté un Godzilla plus grand et plus puissant que celui de 2014 et sans EMP pour l'aider. Il se fait démonter quoi qu'il en soit, mais au moins il aura essayé. Ensuite nous avons Scylla. Cet énorme mollusque a affronté Godzilla dans le comics Dominion et a perdu. Ouais, pas très glorieux. Le Godzilla en question était là encore le même qui a affronté Amuluk et Killerfish, c'est-à-dire une version extrêmement affaiblie. Scylla a quand même réussi à se battre et à faire saigner le roi des monstres avant d'être vaincu. Nous avons ensuite le Warbat de GVK. Là, certains diront « Mais le Warbat a failli tuer Kong !» Ce qui est assez faux. Kong est montré comme capable de one-shot un Warbat avec un coup de poing et de leur arracher la tête d'un mouvement de main. La novélisation de Godzilla X Kong précise par ailleurs que Kong ne considère pas les Warbats comme des menaces et est bien plus puissant. Les humains n'ont, de ce point de vue, fait qu'accélérer l'inévitable défaite du serpent. Passons au tiers suivant, avec des titans un peu moins foders, capables de facilement gérer ceux du tiers précédent, mais assez moyens comparés à ceux que nous verrons ensuite. Nous trouvons en premier le Mecha, de Godzilla X Kong The Hunted, le dernier comics de la franchise et préquel au film. Globalement, ce mecha bat très facilement un Warbat, avant de se faire démolir brutalement par Kong. Pas très impressionnant, on va pas se mentir. Par la suite, nous avons Tiamat, dans sa version vue dans Godzilla Dominion. Elle a réussi à affronter un Godzilla un peu plus en forme que celui qui avait affronté Scylla et Amuluk, et arrivé à trancher sa peau avec ses écailles. Godzilla, même dans cet état, est cependant plus puissant et arrive à la soumettre sans trop difficulté une fois sur la terre ferme. Elle a apparemment tué un Muto Prime, mais là encore c'était visiblement par la noyade, donc surtout grâce à son avantage du terrain. Tiamat est redoutable tant qu'elle est dans son élément, mais dans un combat plus équilibré, les choses ne lui seraient pas aussi favorables. On arrive à des tiers moyen plus, avec Rodan. Rodan a assez peu accompli malheureusement. Il a survécu à un Gravity Beam d'un Ghidorah qui se retenait, et d'après le roman a pu le blesser avec ses griffes. Il a aussi montré une certaine relativité avec Mothra dans leur combat. Justement, nous avons ensuite Mothra. Son placement est assez explicite étant donné qu'elle a vaincu Rodan. Beaucoup pensent que le combat était bien plus en faveur de Rodan, mais quand on regarde le film, ils sont globalement assez égaux et Mothra est assez puissante pour le racler brutalement contre le sol et le dominer physiquement. Rodan a eu un bon atout grâce à la chaleur de ses ailes qui ont brûlé Mothra. Mais Mothra reste la plus puissante en général, elle a déjà affronté Ghidorah par le passé. D'après le roman, elle peut lui infliger des dégâts physiques et sa toile peut également l'immobiliser. Nous arrivons enfin dans le tiers moyen haut. Nous commençons tout de suite avec les parents de Kong. D'après le comics Birth of Kong, ils étaient les plus puissants de leur espèce à cet instant. Si l'on reste mesuré, cela veut dire qu'ils devraient outscale l'énorme majorité des Kong qui étaient en guerre contre les Godzilla. Si on prend cette déclaration rétroactivement, on pourrait supposer que les parents de Kong sont même au-dessus de Scar King et du rival, qui vivait aussi à cette époque. Mais il manque de feats pour le confirmer. Beaucoup adorent les downplay en disant qu'ils sont morts tués par un Marak, mais le comics montre non seulement qu'ils affrontaient en réalité une armée entière de rampants du crâne, mais surtout que la mère de Kong était en train d'accoucher à cet instant.
sans doute 2 des titans les plus sous-estimés du verse. On va aborder un sujet sensible avec le Mutoprime. Oh, mais fermez-la! Bon, le Mutoprime a vaincu Godzilla. Oui, en effet. Et il a vaincu Dagon. Oui, aussi. Mais ce que beaucoup de gens ont du mal à réaliser, et ce qui a été confirmé par l'auteur d'Aftershock, c'est que le Mutoprime a évolué spécifiquement pour tuer l'espèce de Godzilla. Non seulement il produit une EMP comme ses enfants de 2014, ce qui affaiblit énormément les Gojira, mais surtout tout son arsenal est fait pour les abattre. Le cri sonique pour briser leur plaque dorsale, c'est l'ombra qui lui donne de la portée. L'auteur a confirmé que Dagon et Godzilla étaient globalement largement plus puissants que le Mutoprime, mais que ce dernier ne gagnait que contre eux grâce à ses avantages évolutifs spécifiques. Dans la continuité, on trouve Dagon. Dagon est dit comme plus puissant que le Mutoprime, mais moins puissant que Godzilla pré-KOTM. C'est tout ce qu'on a pour lui, mais c'est déjà suffisant. Ensuite, nous avons King Ghidorah, celui qui est innombrable. Alors non, ce n'est pas sa version de KOTM, mais celle des temps anciens, qui a été vaincu par un jeune Godzilla en Antarctique et enfermé dans un bloc de glace. On sait que Ghidorah était moins puissant à l'époque, car le souffle atomique d'un jeune Godzilla lui a causé des brûlures et des blessures. Là où un Godzilla superchargé en 2019, avec son souffle atomique boosté, ne lui a fait aucun dégât en tirant son souffle pendant 18 longues secondes sur sa poitrine. On en arrive donc enfin au roi des monstres lui-même, Godzilla. Dans cette chaire, nous couvrirons 3 versions en particulier que nous allons désigner avec les termes suivants, du moins puissant au plus puissant. Godzilla ancien temps, qui représente son état pendant l'ancienne guerre, le combat antique contre Ghidorah, l'affrontement avec le rival, jusqu'au bombardement de Castle Bravo en 1954. Sa version de Godzilla 2014, visiblement plus massive que sa version ancien temps, sans doute grâce aux radiations de la bombe de 1954. Et enfin, sa version base KOTM, qui correspond à son état au début du deuxième film, avant son boost superchargé par la bombe de Serizawa. Godzilla continue d'évoluer à travers le temps, et gagne plus d'expérience et de puissance. Donc plus sa version est récente, plus il est puissant. Godzilla a combattu Ghidorah en Antarctique, et a gagné, clamant le rôle d'alpha, confirmant donc qu'il outscale déjà tous les titans précédents sur la liste, rien qu'avec sa version ancien temps. Il continuera par la suite de devenir plus puissant et de grandir jusqu'à KOTM. Et là, nous arrivons à un titan peu connu d'une majorité des fans et sous-estimé, le Rival. Le Rival est le nom donné à un membre de l'espèce de Kong dans Godzilla Dominion. Qu'a-t-il fait pour mériter d'être aussi haut dans la liste ? Il a vaincu Godzilla, enfin Godzilla des anciens temps, et ce en confrontation directe, sans aucune arme, et l'a même chassé de son temple. Certains diront que Godzilla était très jeune à l'époque, mais c'est assez faux. On voit dans le comics que des humains vivaient déjà à l'époque où le combat a lieu, et qu'ils ont même vu et peint ce combat. Les peintures montrant Godzilla juste avant son combat contre le Rival sont très similaires à celles montrant l'affrontement entre Dagon et le Mutoprime, ces dernières étant datées du XIe siècle avant Jésus-Christ. 13 000 ans pour Godzilla est ridiculement insignifiant en sachant qu'il était en vie pendant l'ère du Permien d'après Godzilla Awakening. Certains diront que Awakening n'étant plus canon, Godzilla est sûrement plus jeune que ça, surtout avec des déclarations d'auteurs donnant leur point de vue sur la question. Mais Legendary a déclaré plusieurs fois que Godzilla était une créature pré-permien, qu'il a connu plusieurs extinctions de masse, aucune extinction de masse n'a eu lieu depuis la crise Caté il y a 66 millions d'années, et le film le décrit comme l'alpha d'un écosystème ancestral, probablement avant une extinction de masse là encore. Godzilla a au moins quelques millions d'années au compteur, ce qui rend son âge lors de son combat contre le Rival assez insignifiant. Quoi qu'il en soit, le raisonnement pour mettre le Rival au-dessus de toutes ces versions de Godzilla est le simple fait que l'évolution de Godzilla à travers ces 2 étapes n'a pas été aussi extrême que ses transformations suivantes. Il n'a pas été superchargé par Castle Bravo, et les bombes atomiques n'existaient évidemment pas dans l'ancien temps, pour lui donner des boosts soudains et lui permettre d'évoluer. En revanche, on sait qu'il a évolué entre 2014 et 2019, et qu'il est devenu plus grand, plus puissant, d'après les déclarations même du réalisateur de KOTM. Petite note, certains aiment dire que le Rival est faible, car il s'est fait tuer par Tiamat. Mais Greg Kiss, l'auteur du comics, a dit que Tiamat avait tué le Rival lorsque celui-ci était vieux, et donc logiquement plus faible. Le Rival reste donc un bon gros badass, malgré le fait qu'il ne soit qu'évoqué et montré sur une page. Assez marquant pour avoir fait développer à Godzilla une bonne grosse haine des singes. On poursuit avec un autre titan très sous-estimé, Camazotz. Camazotz est décrit comme un titan alpha. Il a été dit que s'il avait battu Kong, il aurait été un rival pour Godzilla. Camazotz arrive à utiliser une partie du pouvoir de Ghidorah
restant après sa mort, et il l'utilise pour ravager Skull Island. Il est également dit qu'il peut répandre les ténèbres éternelles sur la Terre et obstruer le soleil lui-même. Bien que Kong parvienne à le battre physiquement, il est assez puissant pour soulever le roi de Skull Island dans les airs et l'incapaciter avec son hurlement sonique. En bref, Camazotz constitue un titan alpha solide qui mérite sa place dans ce tiers. Une déclaration décrit Mechagodzilla comme une menace pour tous les titans sauf Godzilla et Kong, donc ça le placerait forcément au-dessus de Camazotz et de tous les autres titans évoqués précédemment. Mechagodzilla. J'en entends déjà dire « Mais il a battu Godzilla et Kong !» Ce qui est vrai, mais il faut prendre en compte que Kong et Godzilla sont dits dans l'artbook et le roman comme étant fatigués et à la moitié de leur puissance. Walter Simmons a spécifiquement attendu que Godzilla soit fatigué pour déployer le mecha. Même avec ça, Godzilla est quand même capable de le repousser quand les deux se chargent l'un contre l'autre. Mechagodzilla parvient uniquement à le battre grâce à sa meilleure agilité, exploitant la fatigue d'un Godzilla affaibli par son combat avec Kong qui a duré toute la nuit. De même, Adam Wingard a déclaré que dans la bataille de Rayon, Godzilla à pleine puissance aurait gagné face au mecha. Mechagodzilla n'a pas vraiment de feats, mais uniquement des anti-feats qui l'empêchent d'aller plus haut. Il constitue globalement la barrière entre les meilleurs titans alpha et les tiers inférieurs. On arrive alors à une place qui va semer la controverse. Kong. Monkey. Malheureusement bien trop souvent rabaissé dans la fandom. Kong est tout sauf faible. Vous allez sûrement dire Kong ne peut rien faire contre Godzilla, c'est un gros singe sans aucun pouvoir, il a rien à faire si haut dans la tier list, vraiment trop nul quoi. Ce qui est loin de la vérité. Pour commencer, on va défaire tout de suite l'argument selon lequel Godzilla jouait avec Kong. En effet, beaucoup pensent ça après les commentaires faits par Adam Wingard. Mais Wingard lui-même a déclaré que cette affirmation était une blague, et qu'elle n'était pas faite pour être prise au sérieux. Certains utilisent la partie où Godzilla rigole quand il touche Kong comme preuve, mais ça ne veut pas dire qu'il joue ou qu'il se retient pour autant, juste qu'il est satisfait d'enfin toucher son adversaire. Genre Thanos qui rigole quand il s'apprête à trancher Thor en deux dans Avengers Endgame. Ça ne veut pas dire qu'il se retenait pendant le combat pour autant. Ce qui est logique étant donné que Godzilla essaye de tuer Kong à chaque instant durant leur confrontation. De plus, la novélisation mentionne que Godzilla veut tuer Kong, et même le trancher en deux avec son souffle atomique dès le début du combat à Hong Kong. Kong dans GVK est dit comme étant plus faible que d'habitude, car la tempête de Camazotz a ravagé Skull Island et l'a fait vieillir et mis dans de mauvaises conditions pour le film. Dès que les combats ont lieu au corps à corps, Kong semble gagner. Ses talents en combat rapproché et sa force physique brute forcent Godzilla à le maintenir à distance avec son souffle atomique. Beaucoup aiment dire que Godzilla, une fois énervé, a no diff Kong, ce qui n'est pas complètement vrai. En effet, le roman décrit l'étreinte de Kong dans la partie finale comme potentiellement mortelle si Godzilla ne s'en défaisait pas, et Kong est toujours capable de se battre et de donner des coups suffisamment puissants pour affecter le roi des monstres. La victoire de Godzilla est principalement due au fait que Kong s'est disloqué l'épaule en atterrissant sur un building, ce qui a complètement nullifié sa capacité à répliquer. Kong est dit plusieurs fois comme le seul titan au moment de GVK capable d'affronter Godzilla. De plus, bon nombre de déclarations le décrivent comme un alpha, et comme supérieur aux titans mid-tier comme Rodan, Amuluk, Behemoth, Scylla, etc. Kong arrive plusieurs fois à égaler voire surpasser Godzilla en force physique, notamment quand les deux chargent l'un contre l'autre sur le porte-avions, sous l'eau quand Kong assomme Godzilla d'un coup de tête, ou à Hong Kong quand un double punch du primate fait visiblement saigner le roi des monstres. En dehors de ça, Kong est qualifié de menace pour le règne de Godzilla. Logique, étant donné que Godzilla arrête de traquer Mechagodzilla pour tuer le singe dès qu'il sort de son île. Sa force physique est également très mise en avant par les superviseurs des effets spéciaux et lui permet de rivaliser avec Godzilla. Il a également pu encaisser un tir de souffle atomique direct dans la colonne vertébrale. Mais maintenant, parlons de son supérieur, Godzilla. Même si Kong est un adversaire digne de ce nom, il est objectivement inférieur au véritable roi. Godzilla est montré et dit comme globalement plus puissant que Kong. Sa durabilité, son endurance et son puissant souffle atomique lui donnent un clair avantage. Au moment de GVK, Godzilla est dit comme plus puissant que jamais, par de nombreuses affiches et descriptifs. Il est en effet plus brillant que ses précédentes versions de base, quand il utilise son énergie atomique, avec cette énergie qui transparaît même à travers ses écailles.
En effet, le repère dans lequel Godzilla a dormi entre Dominion et GVK était proche de la Terre creuse et donc rempli par son énergie, qui lui a permis d'évoluer et de récupérer après avoir évacué une énorme quantité d'énergie dans son état superchargé, avec la forme thermonucléaire dans le précédent film. Certains disent que Godzilla était affaibli pendant GVK, mais la novélisation et la fin de Dominion montrent bien qu'il a eu le temps de se reposer et de devenir plus inarrêtable que jamais. Enfin, pas exactement. Car en effet, nous arrivons un tiers au-dessus avec Godzilla superchargé, sa version de Boston dans KOTM. À Boston, Godzilla a absorbé l'énergie de la bombe nucléaire donnée par Ichiro Serizawa pour le ressusciter. Cela a eu pour effet de rendre Godzilla si puissant qu'il a enfin pu affronter Ghidorah, bien que lui étant toujours inférieur. Mais cet état a aussi failli le tuer. Godzilla était devenu tellement puissant et surchargé qu'il allait littéralement mourir et exploser avant que Mothra ne lui donne son énergie vitale pour canaliser ce surplus en sa forme thermonucléaire. Le titan suivant va semer la controverse, mais tant qu'à continuer, Kong, avec sa hache. Enfin, cette fois, une hache chargée. Avec cette hache, Kong a 50% de sa force, a globalement one-shot Mechagodzilla, et a facilement tranché la peau de Godzilla. S'il avait su comment la hache marchait dès le début, Godzilla n'aurait pas pu le charger en profitant de sa confusion, ni le désarmer. Certains disent aussi que le coup de hache sur le crâne de Godzilla n'a rien fait, ce qui est à moitié vrai. Mais la raison derrière ça est que la hache est devenue superchargée et instable avant de pouvoir trancher le crâne de Godzilla. L'énergie est sortie avant que Kong ne puisse transpercer la tête de son rival. Globalement, qui est le plus puissant entre Kong avec une hache chargée et Godzilla superchargé est assez nébuleux. Les deux sont extrêmement puissants et confortablement au-dessus du tiers précédent. Que l'un ou l'autre soit devant importe peu, à ce stade. On rentre enfin dans le très, très haut tiers, avec nul autre que le seul et l'unique, King Ghidorah. Ghidorah est capable de facilement ragdoll Godzilla après son réveil en Antarctique. Il le met au tapis et le considère si peu comme une menace qu'il en profite pour dévorer quelques humains au passage. Ghidorah était confiant qu'il pouvait battre Godzilla à cet instant, et l'a prouvé. Il a ensuite démoli Rodan en se retenant pour ne pas le tuer, le mettant KO d'un seul Gravity Beam. Ghidorah a ensuite absorbé l'énergie du volcan d'Isla de Mara, devenant encore plus puissant. Dans sa bataille finale contre Goji superchargé, il était dans une situation d'avantage avant que Mothra n'intervienne, permettant à Godzilla de se relever et de reprendre l'avantage. Même si la novélisation décrit Ghidorah comme extrêmement inférieur à Godzilla superchargé, l'auteur Greg Keith a affirmé que le film présentait les choses différemment, et que c'était cette version qui comptait. D'après Keith, Ghidorah aurait gagné ce combat sans l'intervention de Mothra et des militaires, ce qui fait sens. Il a également affirmé que Ghidorah avait fui en Antarctique car l'arrivée de l'USS Argo l'avait surpris et confus, et non parce qu'il craignait de perdre contre Godzilla. Le combat dans l'océan était en faveur de Godzilla, mais je doute que ce dernier ait pu gagner quand même. Ghidorah n'a pas besoin d'oxygène pour vivre, il a voyagé dans l'espace et est insensible aux destructeurs d'oxygène. Donc Godzilla n'aurait pas pu le noyer. Le souffle atomique de Godzilla superchargé ne lui fait rien, donc il aurait également encaissé celui sous l'eau. Et enfin, Ghidorah peut se régénérer, et absorber une partie de l'énergie de Godzilla en le mordant. Au final, Godzilla se serait probablement fatigué, et Ghidorah se serait sûrement échappé de cette situation de désavantage. Enfin, Ghidorah accède à une forme superchargée dans le final de KOTM, en absorbant une centrale électrique, lui permettant de quasi one-shot Godzilla superchargé, le rendant complètement incapable de contre-attaquer. Du côté des capacités, Ghidorah possède un puissant facteur de régénération, peut absorber l'énergie de ses ennemis en les mordant, et tire également des tornades géantes derrière lui. Eh oui, il les tire physiquement avec ses ailes. Ces tornades peuvent ravager la surface de la Terre et devenir indépendantes, se séparant pour détruire d'autres terrains, même après la mort de Ghidorah. Ghidorah reste donc globalement inarrêtable et considérablement au-dessus du reste du verse. Du moins avant la sortie de GXK. Du moins si on exclut la forme la plus puissante de Godzilla à ce jour, le stade thermonucléaire. Godzilla a absorbé tellement d'énergie avec la bombe de Serizawa et l'énergie vitale de Mothra qu'il en est invincible, rigolant littéralement face au Gravity Beam qui l'incapacitait plutôt. Le tout en pulvérisant son ennemi ultime en 2 pulsations nucléaires. Maintenant que nous avons couvert toute la partie du Monsterverse pré-GXK, qu'en est-il de ce nouveau film ? À partir de maintenant, la vidéo contiendra des gros spoilers du film, et révélera globalement tout ce qui est intéressant, à savoir les scènes de combat. Et encore, ça ne vaut pas GVK et KOTM. Mais avant de passer au nouveau High Tiers que nous introduit ce film, parlons des moins impressionnants. On commence directement avec Zuko.
un petit membre de l'espèce de Kong qui est plus impressionnant qu'il n'en a l'air. Il peut notamment encaisser le fait de se faire balancer comme une matraque par Kong sur ses congénères et se relever facilement de cette maltraitance. Il peut également étourdir des Kong adultes avec ses coups. Cependant, la novélisation décrit qu'un Warbat serait en mesure de le tuer, donc il serait raisonnable de le placer dans les tiers les plus bas de la liste. GXK nous permet enfin de voir Doug en action. Le seul, l'unique, et à vrai dire il accomplit quelque chose d'assez intéressant dans le film. Il arrive un peu à lutter contre Kong pour lui arracher une proie. Il arrive à la lui prendre uniquement parce que Kong a été distrait par un cri d'un autre singe, mais ça reste un accomplissement intéressant. Globalement, tout le nouveau méta du film évolue autour d'un seul titan, Godzilla. Godzilla obtient 3 nouvelles formes dans ce film. Le thermonucléaire bleu, la version évoluée, ou Evolved, et enfin la version évoluée superchargée. Tiamat et Scylla obtiennent chacune une nouvelle forme dans ce film. Comme le dit le comics The Hunted, Scylla, avant GXK, a absorbé l'énergie de 30 missiles nucléaires. Elle devrait donc être au-dessus de sa version précédente. Mais ce boost a visiblement été assez inutile, étant donné que Godzilla l'a tué avec énormément de facilité. Tiamat est dans le même cas de figure. Son nouveau repère lui fournit une énorme quantité de radiation qui lui a permis de devenir plus puissante. Elle a donné un petit peu de fil à retordre à Godzilla, thermo bleu, mais s'est finalement fait trancher en rondelles à l'instant suivant. Dommage pour un titan au design aussi cool d'être expulsé de l'univers comme ça. On arrive ensuite à Mothra, qui elle aussi obtient un beau boost dans ce film. Sa nouvelle forme lui donne visiblement accès à des rayons lumineux bien plus puissants qu'avant, lui permettant de faire voler Godzilla sur plusieurs mètres et de l'étourdir. Elle est également en mesure de renvoyer le souffle de glace de Shimo. Sa capacité à affecter Godzilla évoluée avec ses coups la ferait donc remonter considérablement dans la tier list. Et justement, que valent ces nouvelles formes de Godzilla ? Eh bien, on sait déjà que le thermo bleu provient de l'énergie qu'il a aspirée dans la centrale nucléaire française. Il semble quasiment superchargé, dans un état qui évoque le thermonucléaire de Boston, bien que la novélisation nous apprend que le thermo bleu est largement moins puissant. Il ferait donc sens de le rajouter dans le même tiers que le Godzilla superchargé de KOTM. A partir de cette forme, Godzilla absorbe la radiation de Tiamat et les radiations solaires de son nouveau repère pour évoluer. Le roman affirme que Godzilla a superchargé pour atteindre cette forme. Donc Godzilla évolué devrait avoir la puissance d'un Godzilla GVK superchargé. Étant donné que Godzilla GVK, en base, est supérieur à Godzilla KOTM en base, il est logique que leurs versions superchargées respectives obéissent au même ordre d'échelle. Godzilla évolué est donc plus que certainement plus puissant que le Godzilla superchargé de Boston. Petit aparté, une idée reçue a beaucoup circulé dernièrement sur le fait que Godzilla évolué serait 20 fois plus puissant qu'avant en se basant sur cette image. Ce qui est faux. L'écran affiche que Godzilla a une capacité d'énergie 20 fois supérieure à celle d'avant, ce qui signifie qu'il peut absorber 20 fois plus d'énergie que sa précédente base, sans risquer de devenir surchargé et de mourir comme Godzilla KOTM a failli à Boston. Autre idée reçue, la novélisation de GXK affirme que la signature d'énergie de Godzilla évolué superchargé, vous savez, son espèce de Super Saiyan mauve, est du jamais vu. Certains utilisent cette citation pour affirmer que cette version est supérieure au Godzilla thermonucléaire de Boston, ce qui a fort heureusement été démenti par Gret KS, qui a affirmé que cette citation voulait seulement dire que l'énergie sortant de Godzilla était totalement différente de ce que Monarch avait l'habitude de voir, pas qu'elle était plus puissante qu'avant. Nous avons ensuite le Scar King, nouvel antagoniste du film. Très agile et doué en combat, il a donné à la version base de Kong un très bon affrontement. Certains pensent qu'il aurait gagné même sans appeler Shimo, mais la novélisation affirme que Kong s'est adapté à son style de combat, et qu'il l'aurait tué si l'affrontement s'était poursuivi. Toujours un bon prétendant pour le tier B. On arrive ensuite à Shimo, le titan de glace. La novélisation et Adam Wingard impliquent que Shimo est une plus grande menace que Ghidorah. Par cette logique, elle devrait donc outscale la version base du monstre Zero. C'est tout à fait cohérent étant donné qu'elle est constamment montrée comme largement supérieure à Godzilla évolué, et également décrite ainsi dans le roman. Même en devenant superchargé, Godzilla évolué n'arrive toujours pas à vaincre Shimo, et la victoire de Godzilla reste incertaine. Toujours d'après la novélisation, elle est aussi décrite comme ayant causé toutes les aires glaciaires ayant frappé la Terre, une menace planétaire donc, et assez puissante pour vaincre Godzilla évolué, du moins avant que Mothra n'intervienne pour le sauver. Cependant, ces feats ne sont pas forcément assez parlants pour le comparer à Ghidorah superchargé, qui a one-shot un Godzilla superchargé dont la puissance n'est pas si loin du Goji évolué de GXK. Bon, on atteint le moment de la méga controverse.
Beaucoup crieront au blasphème, mais les faits ne mentent pas. Tout d'abord, le Beast Glove de Kong non seulement augmente sa force de frappe, mais lui fournit constamment des stéroïdes et de l'adrénaline. Sa place au-dessus de Godzilla se base entièrement sur son combat en Égypte contre lui. Certains diront « Mais Godzilla a gagné ce combat ?» Ce qui n'est pas exactement vrai. Récapitulons. Au début du combat, Kong ne veut pas se battre. Si ce n'est pas déjà assez clair dans le film, la novélisation le confirme. C'est seulement après que Godzilla a effectué son magnifique souplex sur le singe que ce dernier se fâche vraiment. Et dès que Kong se lâche, il étale Godzilla d'un uppercut, le martèle sauvagement au sol jusqu'à le mettre KO. Et je vous vois venir. Oui, il l'a bien mis KO. Il y a une cut au montage entre le dernier coup de Kong et le moment où Godzilla se réveille. Là encore, la sacro-sainte novélisation le confirme. Kong se rend compte que Godzilla est inconscient, il en profite, se relève et a le temps de le traîner jusqu'à quasiment atteindre le portail. C'était une victoire sans appel. De plus, Kong ne voulait pas tuer Godzilla ici car il avait besoin de son aide, là où Godzilla cherchait activement à l'éliminer. Il n'a d'ailleurs pas utilisé l'électricité dans son gant, qui aurait sans doute causé de beaux dégâts étant donné que les attaques électriques de Mechagodzilla avaient été efficaces de ce côté-là. Kong aurait sans nul doute pu achever Godzilla une fois ce dernier attaqué. En effet, ses coups semblent le faire saigner, et dans GVK, il a failli lui arracher la mâchoire. Chose que Goji avait empêchée en lançant son souffle atomique. Donc, ouais, contre toute attente, Kong est désormais plus puissant que Godzilla. Il arrive d'ailleurs avec ce nouveau gant à encaisser le rayon de glace de Shimo pendant une longue minute, alors que Godzilla lui-même a failli se faire vaincre par ce rayon, avant que Mothra ne l'aide. Le film montre Kong se faire jeter et balancer 2 fois par Shimo dans le combat final, mais ces 2 fois il était pris par surprise et par derrière. Le roman ajoute d'ailleurs plus de détails sur la bataille, y compris un moment pendant lequel Kong étourdit Shimo d'un coup de poing sans son gant, ce qui est en toute honnêteté bien plus que tous les dégâts physiques que Godzilla a pu infliger à Shimo. Par ailleurs, Kong retrouve sa hache à la fin du film, donc nous ne pouvons qu'imaginer l'aspect mortel de cette combinaison. Voilà donc les résultats de ce classement de puissance du Monsterverse. Maintenant que nous avons discuté du scaling inverse, ou dans l'univers en français, où est-ce que le monde de Legendary se situe sur une échelle de puissance globale ? Tout d'abord, la vitesse. Plusieurs titans peuvent réagir au souffle atomique de Godzilla. Celui-ci est une concentration de rayonnement de Cherenkov qui se déplace à 224 884 343 mètres par seconde environ. Ghidorah ou Kong arrivent à esquiver et bloquer ses attaques, Godzilla arrive à se battre avec eux, globalement à une vitesse similaire. Le verse entier scale à Godzilla en termes de vitesse, on obtient donc une vitesse de combat et de réaction relativiste, c'est-à-dire qui peut se compter en pourcentage de la vitesse de la lumière. Maintenant, qu'en est-il de l'attack potency ? En français, puissance d'attaque, abrégé en AP. Plusieurs métas sont actuellement débattus concernant l'AP du Monsterverse. Certains considèrent raisonnablement cette dernière dans les tiers 6C et 6B, c'est-à-dire dans les quantités d'énergie nécessaires pour détruire une île ou un pays. Il est vrai que beaucoup de feats semblent s'accorder là-dessus. Tout d'abord, les titans peuvent encaisser des bombes nucléaires sans le moindre souci, ces dernières étant généralement considérées dans le tiers 7B, ou assez pour détruire une ville. De plus, on sait que les bombes atomiques dans l'univers du Monsterverse sont potentiellement bien plus puissantes. Celle utilisée par Serizawa pour réveiller Godzilla a produit 252 tératonnes, ou assez pour détruire un grand pays. D'après GXK, Shimo a causé des aires glaciaires, ce qui, d'après les calculs de référence du site Versus BattleWiki, équivaut là encore à une quantité d'énergie suffisante pour détruire un pays. Mais on peut aller bien plus haut. En effet, on sait grâce à la novélisation de Godzilla vs Kong et quelques déclarations de Legendary que le souffle atomique de Godzilla détruit à l'échelle subatomique. Ainsi, son action de creuser un passage dans la Terre creuse a été calculée comme délivrant plus de 8 exatonnes d'énergie par seconde, soit assez pour détruire plusieurs continents, plaçant l'univers au sommet du tiers 6A, ou multicontinental. Cela s'aligne avec Kong survivant à l'inversion gravitationnelle de la Terre creuse, ou d'autres titans étant capables de le faire. Pour ajouter de la cohérence, Ghidorah tire des ouragans immenses avec ses ailes. C'est quelque chose qu'il fait de manière extrêmement désinvolte pour ne pas dire presque passivement. Une fois calculé, cet accomplissement tombe là encore dans les quantités d'énergie multicontinentales. Ces quantités d'énergie correspondent donc non seulement à l'AP, mais aussi à la durabilité des titans. En effet, beaucoup de titans peuvent encaisser le souffle atomique, ou combattre des titans qui ont eux-mêmes déjà encaissé le souffle atomique. Certains titans peuvent même être placés plus haut encore, notamment Ghidorah, qui a facilement encaissé le souffle atomique d'un Godzilla superchargé pendant 18 secondes. En utilisant la valeur du calcul du tunnel de la Terre creuse, on trouve que Ghidorah a quasiment ignoré la quantité d'énergie suffisante pour détruire une lune, plaçant donc Ghidorah, Shimo et possiblement les titans proches de leur niveau comme Godzilla évolué ou Kong Beast Glove dans le tiers 5C. Donc en conclusion,
L'univers entier devrait se trouver dans la gamme multicontinentale, voire lunaire pour les plus puissants, avec des vitesses relativistes, et ça pour tous les titans à partir du tier H de notre liste. Certains aiment placer le Monsterverse dans des données assez absurdes, avec quelques déclarations éparses, notamment le fait que les portails de la Terre creuse émettent une signature d'énergie semblable à celle des trous noirs supermassifs, d'après la série Monarch. Mais c'est pris hors contexte. Un peu comme dans le cas de Godzilla superchargé évolué, c'est surtout pour parler de la signature énergétique, pas de la quantité d'énergie elle-même. D'autant plus, GVK confirme que ces portails délivrent une force gravitationnelle comparable à celle de la Terre elle-même. Impressionnant, mais bien loin des niveaux d'énergie supposés par ces quelques fans, qui seraient suffisants pour détruire des systèmes solaires. La puissance du Monsterverse, un sujet très débattu, qui suscite tout un tas de passions. Donc pensez à rester cordiaux dans les commentaires, en discutant. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette liste, peut-être à proposer la vôtre, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à celle de Mr. Storms, ainsi que de rejoindre son serveur Discord. On aimerait vraiment que le power scaling français se développe à l'avenir, donc si ce contenu vous intéresse, cliquez sur la cloche. Vous pouvez aussi proposer un sujet de power scaling qui vous intéresserait, que ce soit sur le Monsterverse ou d'autres licences comme Marvel, Star Wars, DC, Jurassic Park, etc. Monkey.